Bonjour. 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 Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'en profite en attendant que tout le monde arrive pour faire un petit rappel sur comment dire, les bonnes pratiques de visioconférence. Je pense que tout le monde est un peu habitué, mais ça fait pas de mal de le redire. Est-ce que vous pouvez penser à couper vos micros quand vous n'intervenez pas, que vous ne posez pas de questions et à la fin de la présentation des différents intervenants et intervenantes, on ouvrira un temps de questions-réponses et je vous invite à signaler par le chat ou par la petite main en bas de votre écran que vous voulez prendre la parole pour qu'on puisse la distribuer sans cacophonie. Donc voilà. Et aussi pour vous informer également, on enregistre l'événement pour pouvoir ensuite le publier sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Sur tout ça, je vais vous laisser, vous souhaiter un bon événement et puis je laisse Fabrice introduire cette session. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Fabrice Vancotte, secrétaire général de la NRH, mais là en l'occurrence surtout administrateur et trésorier de Comment et co-acteur avec beaucoup d'entre nous et notamment Françoise Abellou qui est là également du ministère de la Transition écologique de cet axe RSE. Bienvenue chez Comment. Vous savez que Comment est l'association qui regroupe tous les acteurs de la communication, entreprises, secteur public, ESS, agences. Et dans le cadre du projet de nouvelle présidente Séverine Lecomte, les voies de la communication, il y a un vrai enjeu pour Comment d'accompagner les communicants dans la transformation de leur métier et dans la transformation de la société plus globalement. Donc c'est pour ça qu'on a développé un certain nombre d'axes de travail sur cette année, dont l'axe RSE. Et vous êtes très nombreux à avoir voulu y participer, donc bienvenue, on est très heureux que vous soyez là pour ce premier atelier, Back to Basics, qui va démarrer très rapidement et sur lequel on attendra évidemment aussi vos retours et vos questions. Cet axe, il a été construit à partir d'une concertation qui a été faite avec les adhérents de Comment, mais aussi tous les acteurs de la communication qui souhaitaient s'intéresser à ce sujet. Et on a constaté plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est une porte ouverte, la RSE et la stratégie de l'entreprise de demain, mais la RSE transforme surtout la communication par rapport à notre activité. Et nous avons une connaissance très hétérogène de la RSE parmi tous nos collègues communicants, avec une attente très forte de votre part, que la RSE puisse vous accompagner, enfin que Comment puisse vous aider et vous accompagner sur ces enjeux, sur une meilleure connaissance de ces enjeux. Donc notre objectif à travers l'ensemble de cet axe et les ateliers qui auront lieu durant toute l'année, c'est de remettre les communicants au centre des enjeux de la RSE et de valoriser les bonnes pratiques avec une conviction, c'est que les communicants ont un rôle essentiel dans cet enjeu de transformation du regard et des pratiques de nos organisations. Donc on parlera de beaucoup de choses, de com interne et de RSE, d'entreprise à mission, d'hybridation, avec une conviction, c'est qu'on est dans un moment extrêmement passionnant puisque l'abolition des frontières entre organisations fait que les questions d'impact social et de bien commun ne sont plus l'apanage uniquement du secteur de l'ESS, mais l'affaire de tous. Donc, je vais te laisser passer la parole à Delphine Goater et Manon Emery qui ont la gentillesse d'initier ce premier atelier Back to Basics et qui vont vous raconter tout ce qui va se passer et vous présenter nos différents invités. Delphine, bonjour. Manon. Ouais, bonjour à toutes et tous. Du coup, avant qu'on commence, moi, je suis chargée de projet communication pour la ville de Rennes et Rennes Métropole. Et peut-être, Delphine, si vous voulez vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Delphine Goater, donc je suis consultante éditoriale, journaliste d'entreprise et j'accompagne beaucoup de clients sur leur communication RSE. Et donc, du coup, pour commencer ce premier atelier, on souhaitait vous proposer un petit quiz afin que chacun puisse tester et auto-évaluer le niveau de ses connaissances sur la RSE et faire un peu peut-être table rase de certaines idées reçues. Donc, Claire vient de vous partager dans le chat le lien vers le quiz. Donc, c'est un quiz très rapide de 5 petites questions. Donc, on vous propose de faire très rapidement, quelques minutes avant de vous retrouver pour la suite de l'atelier. Donc, on se dit peut-être que dans 3-4 minutes, à 18h10, à ce moment-là, on se retrouve et puis on vous partagera les résultats et on continuera.
chat dans converser. Pour les personnes qui nous rejoignent, c'est normal que personne ne parle. On a proposé un petit quiz aux participants pour tester les connaissances de chacun sur la RSE. Donc, dans le chat, vous avez le lien vers un petit quiz si vous voulez le faire. Et puis, on se retrouve à 18h10 pour la suite de l'atelier. Je viens de repartager le lien. Voilà, OK, pour les nouvelles personnes, oui. Barbara me signale qu'elle n'a pas de son et peut-être que vous êtes sur un mauvais navigateur. Pour que ça fonctionne bien, il faut passer sur Chrome. Merci, je viens de trouver. Merci beaucoup. Ah, parfait. Et pour le quiz, en fait, on vous demande de mettre un nom, prénom, enfin comment dire, un pseudonyme. Mettez la première lettre de votre nom de famille parce qu'on ne peut pas avoir de Laurent, par exemple, ou de Diane. C'est peut-être pour ça que vous ne pouvez pas y accéder pour certains. Ah, le nombre maximum de ce quiz a été atteint. On a déjà une grosse quarantaine de réponses. Peut-être qu'on peut partager les résultats alors dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Alors, du coup, il me faut un tout petit peu de temps pour afficher les résultats et je vous les partage de suite. Hop. Bon, maintenant, je vous laisse annoncer la réussite de la cohorte RSE du jour. Ah oui, donc sur 40 participants, 69%. Donc, c'est intéressant, toutes les informations qu'on va vous partager. Après, il y aura peut-être des choses que vous savez déjà, mais on espère que vous allez aussi apprendre des choses et que ça va permettre vous permettre d'apprendre plein de choses. Du coup, si ça vous va, on peut passer à la suite de l'atelier. Donc, avec une première partie qui va consister en pas mal d'informations pour faire un peu le tour de la question de la RSE. Et puis, dans un second temps, on aura un témoignage de Vinci Construction pour voir de manière très concrète comment la RSE prend vie et intègre une entreprise. Donc, Delphine, je te laisse. Ok. Donc, je prends le relais, effectivement. Donc, l'idée, c'était de partager avec vous l'histoire de la RSE à travers quelques dates clés un petit peu principales. Il faut savoir qu'avant même la naissance de la notion de RSE, il existait déjà la philanthropie d'entreprise au XIXe siècle sous l'impulsion de certains dirigeants qu'on appelait des bienfaiteurs et qui ont donné naissance à quand même des fondations ou l'ancêtre des fondations. Donc, ce n'est pas une notion
qui vient uniquement de la fin du XXe siècle. Alors, nous, on a souhaité démarrer cette histoire en 1987 avec la définition du développement durable qui est faite par la commission Brundtland et qui dit que c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Voilà, un vaste programme. Donc, ensuite, il s'agissait de mettre en place les organisations internationales qui permettaient justement de valoriser ce projet de société auprès des entreprises et auprès des organisations. Donc, en 1997, 10 ans plus tard, est créée la Global Reporting Initiative, donc qu'on appelle le GRI, que beaucoup d'entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 connaissent, puisqu'elles ont choisi d'y adhérer. En 1999, c'est le premier indice boursier éthique qui s'appelle le Dow Jones Sustainability Index qui est créé. Alors en France, ce n'est qu'en 2001 que la loi sur la nouvelle régulation économique oblige les sociétés cotées à publier des informations sur les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Donc, c'est officiellement le début de la notation sociale et environnementale. C'est relayé au niveau international en 2002 au Sommet de la Terre à Johannesburg, où de nombreuses entreprises s'engagent à prendre part à cet effort mondial en faveur de la protection de l'environnement. Une norme internationale est également publiée en 2010, donc la norme ISO 26000, voilà, qui précise un petit peu ces lignes directrices qu'on attend d'une entreprise relative à la RSE. C'est également le droit européen qui s'en saisit en publiant en 2014 une directive européenne en matière de reporting extra-financier. Et enfin, en 2015, les Nations Unies adoptent les objectifs de développement durable dont on va vous parler un petit peu plus en détail. Manon vous en parlera tout à l'heure. Voilà, en France, donc, il y a différentes lois qui ont été prises assez récemment qui ont fait avancer la RSE. Donc, en 2017, il y a une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre vis-à-vis des risques sociaux et environnementaux, notamment dans le cadre de leur chaîne de sous-traitance. Et vous connaissez tous en 2019 la loi Pacte. Donc, son nom exact, c'est loi Pacte relative à la croissance et à la transformation des entreprises, qui a rendu donc obligatoire la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Voilà, et c'est cette loi qui permet également aux entreprises de déclarer une raison d'être et qui crée le statut d'entreprise à mission. Donc, on va continuer avec la slide suivante pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'est cette loi Pacte. Donc, elle a été adoptée en mai 2019 et cette loi donc, a introduit le débat, enfin le débat, on l'a vu, il existait déjà, donc un débat sur la contribution des entreprises à la société, comment les entreprises peuvent contribuer à la société. Et donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en œuvre. Donc, je le disais à l'instant, une société peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission en précisant sa raison d'être. Et également, elle peut inclure dans ses statuts un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux. Alors, le résultat, c'est qu'en fait, la plupart des groupes avaient déjà des formulations qui présentaient leur vision ou leur ambition ou leur mission. Après, la formulation peut changer. Il y a 35 sociétés du SBF 120 qui ont formulé en 2019 ou en 2020 un texte dans lequel ils affirment clairement leur raison d'être. Seulement 9 d'entre elles l'ont intégré pour l'instant dans leur statut. Donc, il s'agit de ADP, Atos, EDF, Engie, Orange. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas la liste complète. Les secteurs qui sont les plus représentés sont l'énergie et l'environnement, la grande consommation et les services financiers. Voilà, donc on a ensuite quelques chiffres qui sont assez intéressants, qui sont issus d'une étude faite par Deloitte en septembre 2020 auprès de 100 sociétés, principalement issues du SBF 120, comme vous le voyez. Donc, on a sur la raison d'être, comme je disais, 35% des entreprises qui ont communiqué leur raison d'être, 9% qui l'ont inscrite et une seule
société, Danone, qui a adopté le statut de société à mission prévu par la loi Pacte. En ce qui concerne la démarche RSE, donc 75% des entreprises ont formalisé une démarche ou une feuille de route RSE, et elle est de plus en plus clairement connectée, voire intégrée à la stratégie de l'entreprise. Certaines entreprises font d'ailleurs des rapports intégrés qui déclinent cette stratégie sous un prisme responsabilité sociétale et environnementale. Et 84% des entreprises se fixent des objectifs quantitatifs. Alors, les objectifs environnementaux, effectivement, ils sont variables. Certains sont sur le climat, ce qui est le cas majoritairement dans les secteurs industriels, d'autres sur les émissions de gaz à effet de serre, scope 1 ou scope 2, certaines uniquement sur le scope 3, et des entreprises, donc un peu moins de la moitié, ont un indicateur au moins sur l'impact environnemental de leurs produits ou de leurs services. Voilà. Et on a également donc des entreprises qui se sont fixées des objectifs sociaux, notamment sur la parité, l'égalité femmes-hommes, l'accidentologie du travail et également la sécurité, enfin tout ce qui concerne la sécurité et les objectifs de réduire l'accidentologie. Et en fait, les référentiels internationaux, on peut aussi en parler. Donc, on va parler tout de suite des ODD de l'ONU, mais il y a également le TCFD, la grille de concordance avec le GRI. Enfin, voilà, il y a donc un certain nombre d'autres référentiels qui sont soit cumulatifs, soit exclusifs. Donc, certaines entreprises ont choisi de s'inscrire ou d'adhérer à certains de ces référentiels plutôt qu'à d'autres. Voilà. Et enfin, il y a évidemment l'intégration des critères RSE dans les objectifs et donc dans la rémunération du dirigeant, qui est aussi un phénomène assez croissant, puisque 52% des entreprises, enfin de ces 100 entreprises interrogées par Deloitte, ont intégré de manière quantitative ces objectifs dans la rémunération du dirigeant. Voilà. À vous, Manon, pour la suite. Donc, on vous propose maintenant de faire un peu le tour de la question en matière de RSE pour en découvrir les différents aspects. Donc, tout d'abord, quand on parle de RSE, de quoi parle-t-on? Donc, on parle de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, c'est-à-dire de leur prise en compte des impacts de leurs activités sur l'environnement et sur la société en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RSE n'est pas réservée uniquement aux entreprises, qu'elle peut aussi s'appliquer à des collectivités ou des associations ou des organismes publics ou privés à but non lucratif. Et dans ce cas-là, on ne parlera plus de RSE, mais de RSO, à savoir responsabilité sociétale des organisations. Et pour savoir ce que plus précisément recouvre la RSE, on a une grille de lecture possible mentionnée par Delphine, qui est les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ceux-ci sont au nombre de 17 et ils ont été adoptés en 2015 par près de 200 États, dont la France, qui se sont engagés collectivement auprès de l'ONU à atteindre ces 17 objectifs d'ici 2030. Donc, on appelle ça l'agenda 2030 et ces 17 objectifs portent l'ambition d'éradiquer la pauvreté tout en allant vers un développement durable pour la planète. Et donc, du coup, pour n'en citer que quelques-uns, donc là, vous avez les 17 à l'écran. On a par exemple éliminer la faim, l'accès de tous à une énergie durable ou mettre fin à toute forme de discrimination et de violence contre les femmes et les filles dans le monde entier. Donc, pour n'en citer que 3, on vous a mis en bas de slide, le site agenda-2030.fr, qui est un site sur lequel vous allez retrouver les 17 objectifs, avec à chaque fois par objectif des axes d'action par objectif, des indicateurs de suivi et les actions entreprises par la France pour atteindre ces objectifs. Donc, voilà pour les objectifs de développement durable qui sont effectivement une grille de lecture possible pour mesurer les engagements en matière de RSE et pouvoir les suivre.
Si on passe au slide suivant, les autres questions qu'on peut se poser, effectivement, c'est bon, bah, la RSE, ça sert à quoi et qu'est-ce que ça change concrètement pour une entreprise? Donc tout d'abord, la RSE, à quoi ça sert? La RSE, ça doit permettre à une entreprise, d'améliorer sa performance globale, économique, mais pas seulement, en prenant mieux en compte l'ensemble des facteurs qui vont contribuer à sa prospérité à long terme et l'environnement, dans lequel elle opère. Donc il s'agit, d'intégrer une variable de plus long terme au fonctionnement de l'entreprise et la prise en compte de critères, plus qualitatifs et pas uniquement quantitatifs pour mesurer la performance d'une entreprise et ça lui donne aussi un rôle un peu plus large au-delà du simple entre guillemets «acteur économique». Donc au quotidien, qu'est-ce que ça change? Donc, sans rentrer trop dans le détail parce qu'on aura l'occasion avec le témoignage très concret de Vincier dans quelques minutes, de vous dire concrètement effectivement ce que ça peut changer pour une entreprise. Mais globalement ce que ça change, c'est, le la reconnaissance, du rôle de l'entreprise au-delà de ses objectifs économiques et de sa rentabilité et ça va avoir un impact direct tant sur son business model qui peut être amené à évoluer pour mieux prendre en compte, la RSE, la gouvernance ou encore la gestion, de ses ressources humaines, le management et cetera. Donc ça irrigue et ça impacte de manière transversale l'ensemble de l'entreprise. Ok, donc je prends le relais. Donc pourquoi effectivement une entreprise a-t-elle intérêt à engager cette démarche RSE? Donc il y a 5 raisons principales, il y en a beaucoup d'autres, hein. La première raison, c'est pour créer de la valeur et pour conquérir de nouveaux marchés, par exemple à travers le développement d'une offre de produits écologiques. C'est un des exemples parmi de très nombreux. Deuxième raison de le faire, c'est de fidéliser les collaborateurs et les collaboratrices et de recruter des talents à travers leur marque employeur qui devient du coup plus attractive et qui permet d'avoir une politique de ressources humaines plus dynamique. Troisième raison, c'est de mieux gérer et d'anticiper tous les risques et les crises exogènes qui vont se dérouler, par exemple le renchérissement des ressources naturelles, des matières premières, voilà, qui va forcément conduire à différents enjeux. La prévention des crises sanitaires telles que celles que nous vivons aussi aujourd'hui en fait partie. Quatrième raison, c'est d'anticiper l'évolution de la réglementation, hein, qui est évidemment fixée par différents agendas, mais ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans l'agenda 2030 ou dans les accords de Paris et dans l'ensemble des réglementations nationales, il faut prendre une longueur d'avance pour pouvoir anticiper les conséquences pour l'entreprise de cette réglementation. Et enfin, la dernière raison, c'est de réduire les coûts en optimisant les processus de production. Ça paraît évident, mais c'est vrai que c'est aussi une raison d'améliorer la performance à travers cette démarche. Alors ensuite, on peut se poser la question en termes de communication, ce qui est important. Alors, on a dit que très, très longtemps, je l'ai dit quand on a parlé des dates clés de la RSE, ça a été longtemps considéré comme un moyen pour les entreprises de se donner une bonne image en adoptant quelques mesures ponctuelles ou en finançant un certain nombre de projets associatifs. À ce moment-là, ça s'apparentait davantage à la philanthropie à la mode du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. C'est aujourd'hui une préoccupation majeure. C'est clair que ça met clairement la nécessité de placer l'économie, la production de biens, de ressources et de services au service de l'intérêt collectif, collectif au sens de la planète. Donc, les entreprises aujourd'hui communiquent sur leur conduite responsable, sur leur politique RSE, sur leur politique durable auprès de ce qu'on appelle leurs parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ce sont les salariés, ce sont les clients, ce sont les investisseurs, ce sont l'ensemble des communautés locales. Donc, comment communique-t-elle? Elle communique à travers donc, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, des rapports intégrés et des rapports spécifiques de développement durable qui sont d'abord des exercices de reporting extra-financiers pour celles
qui ont en tout cas mis en place ce reporting. Donc, ça permet à l'entreprise de formaliser, de suivre et de piloter à la fois sa stratégie et ses performances. Donc, on a 4 P en fait, qui ont été définis par Luke Wise, qui est fondateur de l'agence The Good Company, qui estime que pour réussir sa communication responsable, il faut réunir des preuves. Donc, il faut qu'elles soient crédibles, robustes. Il faut un positionnement, notamment la cohérence dans le temps et sur l'ensemble des points de contact, l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on est en relation. Il faut aussi une proportionnalité, donc ce n'est pas la peine de promettre au-delà de ce qu'on sera en mesure de mettre en œuvre. Et enfin, la progressivité, c'est-à-dire avoir un plan, une feuille de route réaliste et progressive. Voilà, donc c'est vrai que pour les jeunes, par exemple les étudiants de Sup de Pub qui ont été interrogés sur la question, ils estiment que ce qui est important, c'est plutôt l'action, plus que des feuilles de route. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même surtout sur des feuilles de route RSE, mais eux, ils estiment en tant qu'étudiants que ce qui est important, c'est l'action. Il faut notamment inscrire ces actions dans la durée. Il faut intégrer les parties prenantes. Il faut être honnête et authentique, notamment dans sa communication. Il faut aussi œuvrer pour l'inclusion. On en a parlé tout à l'heure, l'inclusion, la diversité et l'égalité femmes-hommes. Et enfin, il faut aider les consommateurs à devenir, par leur choix éclairé, des acteurs du changement. On appelle ça les consommateurs. Voilà. Donc, on va présenter effectivement, aujourd'hui un témoignage qui va justement corroborer ce que je viens de dire. Donc Frédéric Bernadet, qui est directeur opérationnel travaux publics Île-de-France et travaux maritimes et fluviaux. Il est accompagné par Stéphane Tourneur, qui est directeur de la communication de Vinci Construction France. Et pour cette entreprise que vous connaissez tous, la RSE est un axe de développement stratégique. Et c'est vrai que dans le paysage industriel français, c'est un exemple intéressant. Donc, on va creuser ensemble à travers le témoignage de Frédéric Bernadet et les questions que nous pourrons échanger avec lui par l'intermédiaire de Stéphane Tourneur et ensuite que vous pourrez poser plus largement à la fin de l'intervention. Donc, Frédéric, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Frédéric Bernadet, en charge effectivement du génie civil en Île-de-France et des travaux maritimes et fluviaux en France et à l'étranger chez Vinci Construction. Toutes ces entreprises sont filiales de Vinci. Je gère un périmètre où il y a à peu près 2200 collaborateurs et on m'a sollicité pour vous parler des RSE. Pourquoi? Je pense que c'est Stéphane qui en a parlé le premier. J'ai de vraies convictions sur le sujet. Et je souhaitais partager avec vous mes convictions, plus peut-être que ma stratégie, mais vous expliquer pourquoi et comment derrière ça se déroule. Donc en fait, j'ai 30 années d'ancienneté dans la boutique dans laquelle je travaille. J'ai passé 11 années en Amérique du Sud au début de ma carrière. Et à l'âge de 30 ans, j'ai découvert ce qu'était le développement durable en travaillant avec une entreprise brésilienne qui nous objectivait sur des indicateurs sociaux et sociétaux. J'ai refusé au début parce que j'étais un peu rebelle et puis finalement, j'ai fini par accepter et ça a été une expérience humainement très riche, à la fois individuelle et collective. Et j'en ai tiré un épanouissement personnel significatif. Donc, j'ai continué à travailler en appliquant les mêmes recettes sur différents chantiers à l'étranger. Puis quand je suis revenu en France, après avoir fait ça en Colombie, où malgré un contexte de guerre civile assez fort, on arrivait à faire des choses fabuleuses, je me suis dit qu'en France, dans un pays développé, forcément, j'allais pouvoir passer à une vitesse supérieure, surtout au pays des droits de l'homme. Et finalement, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que sur ces sujets sociaux, sociétaux, il y a beaucoup de règlements, de lois, de codes, de normes, et ça tue un petit peu l'initiative individuelle. Donc, les premières années, j'ai fait des petites choses, mais sans trop m'engager. Et puis finalement, comme vous l'avez décrit auparavant, la loi Pacte, les
les entreprises, les grands groupes se sont saisis du sujet. Notre président a sorti un manifeste, Xavier Huillard au sein de Vinci. Il a fixé un cap, une stratégie. Et comme on est dans un groupe où on est qui est quand même très décentralisé, où on peut avoir une autonomie qui nous permet de faire pas mal de choses, ben on a décidé de passer à l'action, c'est-à-dire de passer de l'incantation et des grands plans stratégiques à l'action, mais à l'action sur le terrain. Et c'est peut-être ça, c'est pour ça que mon expérience, elle est très axée sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a voulu que tous les collaborateurs s'engagent, qu'ils soient proactifs en termes d'RSE, en termes de développement durable, et qu'on travaille plus sur le bottom-up que l'inverse, parce que tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent, c'est plutôt le descendant que le remontant. Donc nous, on essaye depuis 4 ans maintenant de travailler avec nos collaborateurs sur une politique RSE forte et dynamique. Pour ce faire, on a mis en place, je vais rester sur les 2 principaux outils qu'on a mis en place. On a mis en place une RSE Box, qui est en gros une box digitale et papier dans lesquelles tous nos collaborateurs peuvent se servir et trouver des actions à mener type, des incontournables ou des exemples de benchmark sur des actions qui ont été menées par ailleurs. Donc, chaque directeur de travaux, par exemple, doit s'engager un minimum sur 10 actions par an. Et ce faisant, aujourd'hui, en 2020, on avait à peu près 500 actions en cours. On en aura 800 en 2021. Et ces actions-là, effectivement, elles ont des impacts, que ce soit sociaux, sociétaux, environnementaux, qui peuvent être très variables. Mais il y a un effet de masse qui donne à notre structure une visibilité à nul autre pareil. Donc, je peux vous donner des exemples parce que je pense qu'il faut rester sur des choses concrètes. Donc, ce document, il ressent toutes les initiatives, effectivement, qui sont en lien avec les objectifs du développement durable. Les ODD, vous en avez entendu parler. Donc, sur le social, par exemple, on accueille des collégiens un peu partout sur nos chantiers. On travaille aussi avec l'association Crée ton avenir, qui travaille avec la Fondation Vinci pour les aider sur les devoirs. Et ça, c'est valable sur les chantiers ou dans les bureaux. On a sur certains chantiers des obligations d'heures d'insertion. Par exemple, sur des chantiers où on n'a pas d'obligation, on a des collaborateurs qui s'engagent indépendamment des obligations pour un certain quota d'heures d'insertion, voilà, même si le client ne l'exige pas. On vit souvent caché derrière des palissades de chantier. De plus en plus, nos patrons de chantier organisent des visites de chantier ou des journées portes ouvertes avec les riverains ou les parties prenantes au projet pour quelque part les associer au bon avancement des travaux. Sur la partie environnement, le groupe a lancé un grand prix très récemment. Vous avez senti un petit peu le virage vert chez Vinci, là, dernièrement. On a déposé 55 dossiers, ce qui est assez remarquable vu le nombre de collaborateurs qu'on a dans notre périmètre. On utilise de plus en plus, et on est très, très moteur sur le sujet, du béton très bas carbone, puisque dans nos métiers, si on parle du scope 3, qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le béton qui a le plus fort impact CO2, au niveau impact CO2. On utilise de l'huile hydraulique, par exemple, sur les engins. On met alors des petits sujets, mais des hôtels à insectes sur certains chantiers pour favoriser la pollinisation, ou alors des poulaillers pour diminuer le volume des déchets organiques. Voilà, donc c'est des petits exemples. On est aussi sur des créations de business de plus en plus en lien avec l'économie verte, parce qu'on est convaincu qu'il y aura des affaires à faire dans le futur sur tous ces sujets de protection de l'environnement. Sur l'aspect économique, vous avez parlé tout à l'heure effectivement d'avoir les cadres dirigeants qui soient intéressés dans leur rémunération sur leur politique RSE. Nous, on ne réfléchit pas que sur les cadres dirigeants, on réfléchit sur l'ensemble des collaborateurs, sur leur rémunération qui est variable, d'avoir une composante RSE et pas que liée à leur performance financière, puisque vous l'avez parlé, de plus en plus, on parle de performance globale. Donc forcément, dans la rémunération de nos collaborateurs, on prend en compte cette performance globale. On travaille beaucoup aussi, et on est un peu leader sur le sujet, voire novateur,
sur tout ce qui est gestion de la sous-traitance et des fournisseurs responsables. C'est-à-dire qu'on réalise des audits sociaux sur nos chantiers pour vérifier que tout ce qui est guide des droits humains soit valable sur toute la chaîne de valeur, et donc aussi chez nos sous-traitants et nos fournisseurs. C'était pas la mode dans le BTP, c'est quelque chose qui vient plutôt du textile et de l'industrie. Voilà, donc tout ça, c'est des exemples. Côté com, je pense que Stéphane sera plus à même de vous dire comment toutes ces actions-là sont mises sur le devant de la scène. Après, ce qui est le deuxième outil, c'est qu'on a créé un fonds de dotation. Alors, ça ressemble à une fondation, mais on l'a créé, nous, en tant qu'opérationnel. On l'a créé en lien avec tous les chantiers du Grand Paris Express dont vous avez entendu parler. Et ce sont les chantiers qui lancent des appels à projets. Et ce sont les chantiers qui subventionnent des associations proches des travaux qu'on réalise et en lien avec l'emploi et la formation. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du mécénat financier, mais on essaye de créer avec ces associations-là un lien plus pérenne que la simple remise d'un chèque. Donc, en gros, comme on essaye de travailler des assos qui sont en lien avec l'emploi et la formation, créer des passerelles pour amener des gens éloignés de l'emploi vers nos sociétés. Ce fonds de dotation qui existe parce qu'on réalise des travaux sur le Grand Paris Express, aujourd'hui, on a à peu près, depuis 3 ans, subventionné à hauteur de 600 000 €. Donc, ce n'est pas négligeable non plus en termes d'impact. Alors après, comment on mesure tout ce qu'on fait? Ce n'est pas évident. On a souvent le débat en interne parce que la poule sur un chantier ou le béton bas carbone, ce n'est pas forcément les mêmes impacts en termes de politique environnementale. Le fait d'avoir un collaborateur qui s'implique sur une association ou le fait de mettre en place des audits sociaux, ce n'est pas non plus la même échelle. Donc, ce n'est pas évident. Alors, il y a effectivement l'ISO 26000, vous en avez parlé. Nous, on a la Fédération nationale des travaux publics qui vient de créer un label RSE. Alors, la bonne nouvelle, on l'a appris cette semaine, c'est qu'on a envoyé comme pilote une entreprise de notre périmètre et c'est la seule qui s'est fait labelliser au stade avancé. Donc, on se dit qu'on est pas mal et qu'on a eu raison de partir avant les autres. Donc, bon, il y a des labels, mais des difficultés, effectivement, pour mesurer l'impact de toutes les actions qu'on mène, si ce n'est le ressenti d'avoir une acculturation de nos collaborateurs et des gens qui, sur ces sujets-là, sont, comme en termes de sécurité, proactifs, voire génératifs, c'est-à-dire qu'ils sont force de proposition lorsqu'on parle de développement durable. Après, vous avez parlé de la retombée d'une culture RSE, vous en avez parlé, donc il y a des sujets sur lesquels vous avez raison, l'image de marque, etc., etc. Il y a une chose fondamentale que moi je vois et qui me concerne moi, mais qui concerne, je dirais, une grande partie des collaborateurs, c'est on se fait plaisir en faisant ces choses-là. C'est avant toute chose, en tant qu'être humain, on se fait plaisir. Voilà. Que ce soit moi ou tous les collaborateurs qui sont engagés, on prend du plaisir à mener ces actions-là. C'est riche de sens. On se rend compte que les jeunes qui arrivent dans nos sociétés, qui ont étudié ce qu'était le développement durable dès le collège, ben, eux, ils ont de fortes attentes sur le sujet. Donc voilà, c'est avant tout prendre du plaisir. On a aussi, vous le savez, un déficit d'image dans les métiers du BTP. Hein, on a quand même un fort déficit d'image. Donc, on se dit aussi qu'en étant très, très bon sur ces sujets de développement durable, ben, peut-être qu'on va changer l'image de nos métiers qui est un peu dégradée et attirer des talents. C'est ce qu'on espère. On y croit. Voilà, donc on valorise nos métiers, nos entreprises. Et puis, on est très fiers des ouvrages qu'on construit. Nos collaborateurs sont très fiers des ouvrages, souvent très, très complexes techniquement, et ils sont très fiers des ouvrages. Et ils sont encore plus fiers, effectivement,
On parle beaucoup de faire œuvre utile en construisant une infrastructure qui servira demain aux riverains, mais ils sont aussi, je pense, très fiers de faire œuvre utile d'un point de vue social et sociétal et environnemental. Voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous. Je ne sais pas, Stéphane, si sur la communication, tu veux rajouter des choses, parce que tu sais, ce n'est pas mon fort. Oh, tu as été parfait, Frédéric. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que pour nous, en tant que communicants, la RSE est un axe de communication qui nous permet de valoriser l'entreprise. C'est vrai que la mise en place d'actions RSE, comme le disait Frédéric, contribue au bien-être des collaborateurs et qu'elle correspond aujourd'hui aux aspirations de nombre de collaborateurs qui sont en poste dans l'entreprise et puis de futurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, la RSE, dans notre entité, fait partie des axes stratégiques de l'entreprise, au même titre que l'excellence opérationnelle, la sécurité ou d'autres thèmes. Et les gens, en fait, en interne, entendent régulièrement parler de la RSE. Je pense qu'il n'y a pas un seul événement que l'on organise sans qu'on fasse la part belle à la RSE. On a, comme disait Frédéric, cette RSE Box qui était vraiment une feuille de route, mais au-delà d'être une feuille de route, c'est aussi un outil structurant qui a à la fois une portée didactique, puisque ça permet aux collaborateurs de bien comprendre ce qu'est la RSE, et de bien comprendre les 3 volets de la RSE, et ce qui est encore plus fort, c'est de s'engager. Donc, une fois que les collaborateurs sont engagés, le rôle de la communication est de valoriser ces engagements au travers auprès de tous les outils de communication qui peuvent exister. Voilà, après, je peux répondre effectivement aux questions que vous pourrez poser sur le sujet. Merci beaucoup pour votre témoignage, Stéphane et Frédéric. Je vous propose maintenant, je propose à tous les participants de poser vos questions. Vous avez 2 options, ou vous les posez par le chat, et puis Manon, Delphine ou moi-même, on les relaiera de vive voix. Ou alors, vous levez votre main virtuelle en bas en utilisant le petit onglet réaction, et on vous invitera à prendre la parole. Je nous mets en galerie pour qu'on puisse bien voir qui lève la main. N'hésitez pas, il nous reste encore un petit quart d'heure, donc si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur les définitions, ou si vous voulez des précisions sur les témoignages qui ont été apportés, c'est le moment. En attendant les premières questions, est-ce que Stéphane ou Frédéric, vous pouvez nous montrer à l'écran la RSE Box, à quoi elle ressemble concrètement, et nous donner quelques exemples concrets d'actions qui sont dedans? Oui, alors je peux vous montrer, on est en train de travailler sur l'édition 2021. C'est un outil qui vit à peu près 1 an et demi. On est en train, avec la direction de la RSE, de le remettre à jour. Donc, je peux vous montrer la précédente édition. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est un document qui comporte quand même une 50aine de pages, comme je vous disais, qui est organisé selon les 3 volets de la RSE. Frédéric, tout à l'heure, a cité un certain nombre d'exemples qui figurent dans le livret. Typiquement, si vous prenez la partie sociale, il y a « Je m'engage sur mon chantier à faire 5% d'heures d'insertion quand je n'ai pas d'obligation contractuelle ». On a, je pense qu'il y a une bonne centaine d'initiatives sur lesquelles les collaborateurs peuvent s'engager, sachant que la nouveauté avec la RSE Box 2021 sera de comporter également des initiatives incontournables sur lesquelles les collaborateurs seront obligatoirement engagés, et d'autres qui seront optionnels. Vous l'avez compris, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de mon expérience personnelle, c'est parce que quand on parle de RSE, et notre président, il le dit aussi, lui, je l'ai entendu sur l'environnement dire la même chose, c'est presque une conversion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un avant, un après. Et pourquoi on oblige les gens? Parce que moi, on a fait comme ça avec moi, donc je me dis, ce qui a marché avec moi peut marcher avec d'autres.
Et moi, j'ai été obligé, voilà, la première année, je l'ai fait un peu contraint. Et après, j'ai été très moteur. Donc, je suis passé d'un stade passif à un stade proactif en l'espace d'une année. Donc, l'idée, c'est convertir les gens, c'est peut-être un mot fort, mais c'est les amener à franchir une étape très importante pour donner du sens à leur engagement professionnel, quoi. Donc, au début, on parle d'obligation, mais en réalité, aujourd'hui, on en est à la 2e ou 3e année là, avec la RSE Box. Aujourd'hui, on sent qu'on n'a plus besoin d'obliger les gens. C'est-à-dire les gens s'engagent et voire il y en a certains qui vont au-delà de ce qu'on leur demandait la première année. Donc, c'est en ça qu'on essaye d'allumer une petite flamme, une petite lumière qui fait que demain, on aura une population qui sera engagée de manière collective. On a aussi, dans la nouvelle version, on a fait une cartographie de toutes nos actions pour voir un petit peu ce que ça donnait sur l'Île-de-France en fonction des engagements que l'on mène. Donc voilà, c'est un outil de travail qui est une base, mais ce n'est qu'une base de réflexion pour engager un collaborateur sur ces sujets du développement durable. Merci. Alors, on a quelques questions concrètes pour creuser un peu la question de la RSE Box et aussi une question sur la raison d'être qu'on abordera après. Donc, déjà, sur la RSE Box, il y a les questions d'Audrey. Donc, quels sont les collaborateurs ou les collaboratrices qui sont les plus difficiles à mobiliser? Alors, je vais raisonner, je vais parler comme un politique, ce que je ne suis pas du tout. Je vais plutôt dire les personnes les plus faciles à mobiliser, c'est les moins de 30 ans. D'accord, c'est bien, bravo. Et quel est le taux de participation justement global à ces actions? C'est une question de Françoise Abeyou. Je dis, on ne l'a pas mesuré encore. Je pense, comme je disais, on a à peu près, on a d'abord mobilisé les directeurs de projet ou directeurs de travaux, ce qu'on appelle nous, c'est notre façon de les appeler. Maintenant, on sait que en dessous d'eux, ils mobilisent d'autres personnes et que c'est en train de foisonner. Donc, je ne sais pas dire aujourd'hui quel pourcentage de collaborateurs sont engagés, mais j'aurais tendance à dire 20-30% peut-être. D'accord. Alors, on a aussi des questions sur on a appris par hasard qu'on avait 40 parrains d'associations dans nos effectifs, alors qu'on pensait qu'on n'en avait que 4 ou 5. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est pas au fait de tout ce qui peut se passer parce qu'il y a un phénomène de foisonnement, de réactions chimiques qui s'emballent et on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et tant mieux à la limite. C'est pas le sujet. Alors, on a aussi justement des questions sur le périmètre de la RSE Box. Est-ce qu'elle est valable pour toutes les filiales de Vinci? Alors, j'en reviens au modèle de Vinci. Vinci fixe un cap. Effectivement, il y a des fondations, il y a des actions qui sont menées par le groupe et par le siège. Et après, il y a des entités. C'est un modèle très décentralisé. Donc, chacun est libre de donner l'impulsion qu'il souhaite, de la manière qu'il souhaite. Donc, c'est vrai que la RSE Box, c'est pour ça que c'est mon témoignage, c'est un outil qu'on utilise au sein de mon périmètre. Mais qu'après, voilà, on a partagé avec d'autres personnes chez Vinci Construction France et ailleurs qui sont intéressées et qui demain feront peut-être des choses différentes ou similaires sur ces sujets-là, mais peu importe. Et dans le même ordre d'idée, est-ce que vous diffusez la RSE Box auprès de vos sous-traitants? Non. Question de Laetitia. Non. Non, pas encore. Non, parce que la RSE Box, c'est un outil pour nous collaborateurs pour s'engager. Donc, on pourrait demander à nos sous-traitants demain de s'engager sur des actions de notre RSE Box, oui. On commence, quand je parle de sous-traitance responsable, effectivement d'évaluer nos sous-traitants, non pas seulement en fonction de critères financiers, mais aussi en fonction de critères plus qualitatifs, dont la RSE peut être un des critères. Et comme je vous avais dit l'autre jour, et vous en avez parlé dans les intérêts de mettre en place une politique RSE, et je pense que c'était plus pour d'autres entreprises que les nôtres, mais nous, aujourd'hui, dans le monde du BTP, clairement, toutes nos actions menées en termes de RSE ne sont pas prises en compte sur des critères de mieux-disance en réponse à des appels d'offres. Voilà. Donc aujourd'hui, on le fait, alors, je ne vais pas dire de manière philanthropique, ça serait un grand mot, mais
les actions que l'on mène ne sont pas forcément prises en compte lorsqu'on répond à un appel d'offres lambda pour un grand maître d'ouvrage public en France. Ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, on a 2 questions connexes, donc de Sylvie Gousset et Diane Olivier Lemaire sur la possibilité qu'ont les collaborateurs de donner de nouvelles idées pour enrichir la RSE Box et aussi de partage d'expérience après la mise en œuvre des actions pour enrichir toujours la RSE Box. Alors, la RSE Box, c'est une liste, c'est une proposition, hein, c'est une feuille de route, elle n'est pas exhaustive et il est bien précisé dans le document que les collaborateurs peuvent être moteurs et proposer eux-mêmes des initiatives ou des engagements. Et ça se fait, hein, il y en a tous les mois, on découvre de nouvelles initiatives qui ne sont pas dans la RSE Box. Après, pour valoriser ces initiatives, il y a une publication faite par la direction de la RSE tous les mois d'une newsletter RSE qui revient sur un certain nombre d'initiatives. Et il y a aussi des témoignages, des vidéos testimoniales pour partager les bonnes pratiques en interne, des vidéos testimoniales qu'on retrouve aujourd'hui sur notre intranet. Et la version qu'on sort là, cette année, elle prend en compte des initiatives qui ont germé l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre à jour en fonction de ce qui a pu germer comme initiative. On n'a pas de... Voilà, nous, c'est un outil de travail qui est une base de départ, une base de réflexion. Après, on laisse les gens libres d'imaginer, de s'engager comme ils le souhaitent. Ouais, je pense et ce qui est fabuleux, c'est que ils ont beaucoup d'imagination, énormément d'imagination. Ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que les gens ont cette culture aujourd'hui RSE grâce à cette box. Hein, c'est devenu un sujet qu'on traite au même titre que l'excellence opérationnelle ou d'autres sujets. Et on a un discours de preuve. On communique vraiment sur du concret. Quand on parle de RSE, on avance des initiatives concrètes et donc c'est très parlant et très valorisant pour les collaborateurs en interne et surtout ceux qui participent. D'accord. Alors, on avait un petit peu, avant d'aborder la question sur les RSE Box, une question sur la raison d'être. Clarence dit que ses contacts chez Vinci savaient que le groupe était en train de se doter d'une raison d'être et il voulait savoir où elle, ou je ne sais pas si c'est Clarence, il ou elle, où en était le travail de Vinci à ce propos. C'est il. Alors, Clarence, oui, il est bien informé, mais bon, c'est normal. C'est un travail qui est en cours, mais là, on ne peut pas en dire beaucoup plus puisque c'est toujours en cours. Donc, effectivement, c'est un travail… J'ai participé à des groupes de travail sur le sujet. Donc, Vinci, mais effectivement… ça se traite au niveau de la holding, ça. Voilà. Mais c'est un travail, effectivement, en cours. Alors, on a une autre question sur la mesure de l'implication des managers, parce qu'on a parlé des collaborateurs, mais l'implication des managers, comment la mesurez-vous ? Alors, on s'est mal compris. Nous, quand je disais que la RSE Box, elle était essentiellement faite pour les managers de chantier, ce que j'appelle moi les directeurs de travaux. Donc, c'est les managers de chantier, ce qu'on appelle nous des directeurs de projet ou directeurs de chantier ou directeurs de travaux, qui s'engagent sur leur chantier à mener des actions RSE et donc qui engagent aussi les collaborateurs du chantier. Mais notre courroie de relais à nous, moi, si vous voulez, j'ai des directeurs d'entreprise en dessous, avec des responsables on va dire, de zone, et derrière, il y a des chantiers, et c'est chaque responsable de chantier qui s'engage avec la RSE Box comme outil sur des actions en termes de développement durable. Donc, les premiers managers, pour nous, c'est les managers qui sont sur le terrain. Donc, c'est ceux-là qui sont impliqués. D'accord. Si on a un manager sur terrain qui n'est pas impliqué, ça ne marchera pas. Okay. Il y a aussi une question qui demande comment vous avez construit la RSE Box au tout démarrage, au tout début, puisque vous parliez de bottom-up. Donc, Isabelle souhaitait savoir exactement comment vous aviez fait au tout démarrage. On faisait au tout démarrage,
on est parti de ce qu'on faisait déjà, en partie, de ce qui se faisait ailleurs. Après, on a inventé certaines choses, nous, mais bon, on est quand même, dans nos entreprises, il y a quand même beaucoup de techniciens et d'ingénieurs, donc très peu de poètes. Donc, on avait une matière, effectivement, qui n'était pas énorme. Et puis, faut quand même se dire qu'on a aussi dans l'entreprise des jeunes qui, en dehors de l'entreprise, s'engagent en tant que citoyens, qui connaissaient le développement durable bien mieux que Stéphane Tourneur et Frédéric Bernadet. Alors, c'est vrai, plutôt jeunes, je reviens sur des gens plutôt jeunes, qui avaient déjà une culture RSE, qu'on a embauché, mais qu'on n'a pas embauché pour leurs compétences en termes d'RSE. Mais il s'avère que dans les collaborateurs qu'on a autour de nous, il y a des gens qui ont une culture RSE avant même de rentrer dans l'entreprise. Et c'est sur ces gens-là aussi qu'on capitalise. Et ces gens-là, ils ont été force de proposition pour nous donner des idées. Moi, le fonds de dotation, le fonds de dotation Chantier et Territoire Solidaire, là, celui dont je vous parlais auparavant, c'est pas moi qui ai l'idée. J'ai accompagné le mouvement. C'est celle qui était avant Stéphane, au poste de Stéphane, qui avait fait une école de commerce, qui a travaillé à la Fondation Vinci, qui avait de vraies valeurs humanistes et qui m'a convaincu de créer un fonds de dotation. Donc voilà, il faut savoir s'entourer aussi de gens qui ont cette culture-là. Et ce sont eux qui nous ont aidés à bâtir cette RSE Box, quoi. C'est certainement pas moi, quoi. J'en serais bien incapable. Il y a une autre question sur de combien de jours bénéficient les collaborateurs en matière de mécénat de compétences? Ou plus largement, est-ce qu'il y a du temps dédié aux mises à disposition des collaborateurs pour pouvoir entreprendre des actions en lien avec la RSE peut-être? C'est un débat qu'on a en interne, effectivement, parce qu'il y a certaines sociétés, ils font des mécénats de compétences sur une journée, mais tous les collaborateurs en même temps. Donc, on se pose la question. Il y en a qui le font sur leur temps de travail. On ne le sait pas forcément. On ne cherche pas à le savoir non plus. On n'a pas de pointeuse, nous, sur nos chantiers ou dans nos bureaux. Donc, je dirais ça, il y en a qui le font en dehors du temps de travail aussi. Mais c'est un débat. C'est quelque chose c'est un questionnement qu'on a en interne. Oui. Alors, pour l'instant, ça ne nous empêche pas d'avancer. Ça ne nous empêche pas de faire du mécénat de compétences, bien au contraire, parce que forcément, moi, en tant que gardien des deniers publics, je préfère le mécénat de moyens et de compétences au mécénat financier. Mais non, ça a été un débat à un moment donné, puis finalement, ça ne l'est plus. Je sais qu'on a eu le débat avec Stéphane et la personne qui s'occupe du fonds de dotation, et puis finalement, ça ne l'est plus. Vous savez, on peut faire sur le même projet les trois choses. Nous, on a aidé une association qui aide des repris de justice à trouver du boulot, là, qui est sur la péniche Thalassa actuellement, là, pour Javel. On l'a aidé financièrement. À un moment donné, ils avaient des problèmes pour réaménager la péniche. On a fait du mécénat de compétences. Il y a un directeur de travaux qui allait leur donner un coup de main pour gérer tout ce qui était les corps d'état architecturaux et techniques parce qu'ils n'y arrivaient pas, ce n'était pas leur métier. Donc, on les a aidés. Donc, ça, c'est du mécénat de compétences. Après, ils ont créé une terrasse sur le quai durant l'été. On leur a donné du bois pour construire la terrasse. Et puis là, en hiver, et puis le Covid aidant, on garde toutes leurs terrasses sur nos dépôts. Donc, vous voyez, il y a du mécénat de moyens, de compétences financières, tout ça mélangé. C'est surtout une belle histoire. C'est pas forcément... il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de décompte d'heures, il n'y a pas de stratégie au départ. C'est juste une relation entre quelqu'un qui dirige une association, qui a besoin d'aide, et qui rencontre des gens qui ont envie de l'aider. Voilà. Et il y a une autre question sur est-ce que les jeunes qui postulent chez vous vous posent des questions sur la RSE lors d'entretiens, etc. Est-ce qu'ils vous questionnent sur vos pratiques? Est-ce que c'est un sujet qu'ils abordent en entretien sur lequel ils vous interrogent ou pas? Moi, perso, je ne participe pas trop aux entretiens d'embauche. Par contre, c'est une vraie préoccupation qu'ils ont, ça clairement. Ouais. Ça, c'est ce qui nous remonte. Après, je ne sais pas dire si en entretien, je ne sais pas répondre précisément à la question. Je ne sais pas toi, Stéphane, si tu as…
Non, je ne suis pas forcément capable non plus de répondre, mais je suis comme toi d'accord sur le fait que c'est une question qui, pour eux, enfin, c'est un sujet qui est pour eux très important. Moi, je vois passer des CV quand même, des CV de jeunes. Alors, souvent, on se compare parce qu'on se compare avec quelques années de différence. Je vois arriver des CV de jeunes à 20, 21, 22 ans où côté expérience et loisirs, on voit déjà un engagement associatif important, voire environnemental aussi. C'est assez flagrant, oui, par rapport aux générations passées. On sent qu'il y a un engagement de la part des jeunes générations qui est beaucoup plus important que celui des générations précédentes. Et autre question donc, qui concerne une autre partie prenante. Comment avez-vous convaincu la direction de Vinci de mettre en place des actions RSE au sein du groupe? Quels arguments fonctionnent le mieux? Alors, ça ne s'oppose pas. En fait, Vinci mène des actions. Le groupe Vinci mène des actions. Il y a plein d'entités du groupe Vinci qui mènent des actions. Moi, je suis une petite composante du groupe et je mène des actions. Alors, l'originalité de ce qu'on fait, nous, par rapport aux autres entités, c'est que nous, on travaille beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire, quand vous l'avez compris, on travaille sur l'acculturation. Comme on l'a fait à un moment donné sur la sécurité, on travaille sur l'acculturation en termes de RSE. C'est-à-dire, on travaille sur du bottom-up. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses qui se font chez Vinci. Je pourrais en parler des heures. Et certainement avec un impact plus important que le petit poulailler que les gars de chantier ont mis à droite ou à gauche. Ce n'est pas le sujet. Mais on est sur un autre créneau. Nous, on est sur l'acculturation de nos collaborateurs dans le périmètre qui nous correspond. Voilà. Donc, on ne travaille pas indépendamment de Vinci, on travaille en complément de ce que fait le groupe et on les tient informés de ce qu'on fait aussi. Voilà. On les tient informés. Et effectivement, tout ce qu'on fait, ça va dans le cadre de la performance globale. Hein. On ne fait que défendre des valeurs humanistes et faire des choses positives, à impact positif. Donc, quelque part, on est encouragé à continuer. Personne ne nous a jamais demandé d'arrêter, quoi. Je vous propose de conclure cet événement parce qu'on a dépassé l'horaire prévu et on tient chez Comment à respecter les horaires pour que tout le monde puisse vivre ses activités personnelles. Je remercie une fois de plus toutes les personnes qui se sont investies dans cet événement, donc Delphine Goater et Manon Emery qui ont travaillé à la construction de l'événement depuis déjà plusieurs semaines pour l'axe RSE de Comment. Un grand merci à vous deux. Frédéric Bernadet et Stéphane Tourneur qui ont accepté de témoigner pour cet événement et vu le nombre de questions qu'on n'a pas pu traiter dans leur entièreté, je pense que votre témoignage a parlé à nombre d'adhérents et d'adhérentes de Comment. Et je remercie du coup également tous les participants à cet événement, adhérents ou non d'ailleurs. Et je vous informe qu'on va vous envoyer les supports, PowerPoint et le replay sera également disponible en ligne dès demain. Et voilà. Peut-être aussi préciser qu'il va y Et avoir surtout, d'autres ateliers. N'hésitez pas à vous connecter Ouais. pour nos 2 derniers événements des Grands Prix de Comment. Il reste, voilà, pour venir découvrir les dernières tendances, les 2 dernières tendances sur 6 des Grands Prix. Donc, il y a encore une session jeudi matin de 9h à 10h et une session vendredi matin. Vous allez voir, on vous réserve encore de belles surprises. Et puis vendredi, il y aura l'annonce du Grand Prix. Donc voilà, bravo à toutes et à tous. Merci aussi Claire et Martina pour toute l'organisation de ce très bel événement. Voilà, événement qui devrait continuer sous l'égide de l'axe RSE. C'est le début d'un grand cycle, donc on est très content et contente de voir que vous avez été nombreux à répondre à l'appel de nos organisatrices. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et bravo à tous. On vous remercie de nous avoir autorisé à témoigner sur le sujet. Vous l'avez compris, on le vit ce sujet-là pleinement. Donc moi, je vous encourage à venir passer une journée, à toutes celles et ceux qui veulent, avec Stéphane Tourneur pour qu'il vous... Il n'y a pas d'espionnage industriel. Il sera un plaisir de partager avec vous toutes nos belles actions. Fabien, un plaisir de vous accueillir.
Merci à tous en tout cas et on vous souhaite à tous et toutes une belle soirée et on vous dit à bientôt pour d'autres événements de l'Axe RSE de Comment. Ça va arriver Merci très beaucoup. prochainement. Merci beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.